En quoi, pour toi, le coaching, c'est pas du bullshit? Personne n'a besoin de coaching. L'être humain, s'il suivait simplement le cours de ce qu'il est, il aurait absolument pas besoin de coach. Le coach, il est pas là pour faire les choses à la place de la personne. Quand tu lances une entreprise, tu sais pas si ça va marcher, tu sais pas si tu vas gagner de l'argent, tu sais pas si à la fin du mois tu auras de nouveaux clients. Quand on est pris par les contextes de vie, la seule chose qui peut permettre justement de sortir de ça, c'est simplement Syndrome de l'imposteur, illégitimité, peur de manquer. C'est tout un tas de blocages qu'on a tous et qui, un jour, nous empêchent peut-être de lancer le projet de nos rêves. Aujourd'hui, on reçoit Mehmet. Il est coach en performance et il aide des entrepreneurs à développer leur activité. Sur les 20 dernières années, il a coaché des milliers d'entrepreneurs, dont certains qui ont des boîtes qui font des millions. Et aujourd'hui, on va analyser toutes les croyances qui nous empêchent de réussir et celles qu'ont les dirigeants de boîtes qui ont le plus de succès. Que vous souhaitiez lancer votre projet ou non, cette vidéo va sans doute vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même, que ce soit pour traiter des blocages conscients ou même que vous ignorez. On va pas parler uniquement de psychologie, on va vraiment se pencher sur les neurosciences, comment fonctionne notre cerveau, et comment on peut débloquer nos croyances pour atteindre tous nos rêves. Je sais, ça paraît bateau dit comme ça, mais Mehmet a fait ça pendant 20 ans et aujourd'hui on va voir un concentré de ses meilleurs conseils. Salut, c'est Mehmet. Aujourd'hui, on va level up. Donc Mehmet, toi tu as eu l'occasion d'accompagner des milliers de personnes, de profils on va dire qui se lancent, qui lancent un projet, qui veulent se reconvertir, lancer un projet entrepreneurial jusqu'à des entrepreneurs du coup super avancés. L'idée aujourd'hui ça va de voir en fait tous les blocages inconscients qu'on a dans la tête mais sans s'en rendre compte, que toi tu arrives à identifier chez les gens que tu accompagnes et que tu arrives à débloquer. Mais avant de les passer en revue, je pense qu'il faut qu'on adresse l'éléphant dans la pièce. Pour des gens qui sont pas familiers du coaching, Hmm. on peut se dire, les coachs, c'est un truc d'Instagram, c'est pipeau. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Donc, grave. euh, en quoi, pour toi, le coaching, c'est pas du bullshit? Alors, le coaching en lui-même, fondamentalement, on va mettre, comme tu dis, l'éléphant au milieu de la pièce. Personne n'a besoin de coaching. Franchement. Si aujourd'hui on regarde l'être humain, si on regarde un peu la nature est tellement bien faite que l'être humain, s'il suivait simplement le cours de ce qu'il est, il aurait absolument pas besoin de coach. Mais aujourd'hui, ben, dans l'occidentalisation et notre mode de vie aujourd'hui fait que on a en fait un système qui crée des croyances qui parfois ne nous appartiennent pas pour la plupart et qui nous sont envoyées par le système, donc la société, la famille, le couple. Et c'est bien que tu parles des réseaux sociaux parce qu'en fait, la plupart des choses qu'on commence à se construire en termes de croyances vient souvent de là. Et ça commence en fait au berceau, puisque nos parents sont eux-mêmes formatés à tout un tas de systèmes de croyances intérieures. Et à la longue, ben, les systèmes, chaque fois qu'on s'identifie pas à ça, ça crée des frictions, que ce soit pour l'entrepreneuriat, pour notre vie ou pour toute autre chose. Du coup, en nous, ça va générer des frictions. Et l'apparition en fait de frictions va s'amener à se poser des questions identitaires qui sont d'ailleurs, on va pas parler juste de coaching, mais d'accompagnant. Il peut y avoir à l'intérieur de la thérapie psy, il peut y avoir de la thérapie émotionnelle et il peut y avoir aussi du coaching qui va plus s'intéresser au moment présent et à l'objectif qu'on veut s'atteindre. En fait, on n'a pas fondamentalement besoin de tout ça. Mais aujourd'hui, notre mode de vie impose aussi d'aller regarder un peu plus profondément parce qu'en fait, chaque fois qu'on est ben, prisonnier de ses croyances, qu'est-ce qu'on fait? Quelle solution on a? Et c'est là où le coach, en fait, va être une solution parmi le psy, parmi le thérapeute, etc. Et franchement, quand on regarde aujourd'hui dans ce qu'on vit, dans nos modes de vie, et surtout quand on veut entreprendre, on a vraiment ce côté, OK, j'ai en fait tout ça ici et maintenant, qu'est-ce que je veux pour l'avenir? Et c'est là où le coach, il intervient dans le moment présent, plus un objectif qu'on veut atteindre. Là où le psy, lui, va réparer le passé, le thérapeute va réparer l'intérieur, les émotions et c'est ça où justement, faut bien faire la distinction, Ok. aussi entre les 3 quoi. Mais aujourd'hui, fondamentalement, avoir un coach, avoir un psy et surtout dans le monde entrepreneurial, j'ai pas envie de te dire c'est devenu banal, c'est devenu normal, mais c'est en train d'entrer dans les mœurs au niveau de la France, mais partout dans le monde, tous les plus grands dirigeants du monde ont au moins 3 à 4 accompagnants, dans ceux que je viens de te citer et bien plus. Il y a des accompagnants en communication et cetera donc
Aujourd'hui, c'est un vrai choix de performance, parce que moi, mon rôle, c'est d'amener de la performance Ouais. en réalignant les gens à leur identité au niveau neurologique. Ok, donc le coach n'a rien à voir avec, on va dire, le thérapeute ou le psy, qui lui va plutôt travailler sur Ouais, le passé, là où le coach est plus dans le présent ouais, et c'est aller ça. Ouais. chercher des Mm. objectifs. Maintenant, on pourrait se dire, bah, en quoi cette personne va être, on va dire, pertinente pour me coacher, pour me dire enfin, tu vois, il y a cette image, je pense aussi du coach qui me dit: «Ah, tu devrais faire ça», tu vois? «OK, tu veux développer ton entreprise, tu dois faire ça, ça, ça». Bah, pourquoi je Mm. l'écouterais? Pourquoi je lui ferais confiance? Alors, à l'intérieur de ce que tu vas dire, il y a une croyance. Et cette croyance, en fait, c'est le coach en posture de sauveur. Et donc, en fonction du coach que tu choisis, il y a des coachs business, il y a des coachs en émotionnel, des coachs sur le mindset. J'aime pas ce mot-là, mais c'est un mot global pour dire état d'esprit et l'état Ouais, d'esprit qu'il les faut adopter. croyances, Mais l'idée, en fait, c'est de choisir aussi ton coach en fonction du besoin. Le, le présupposé que tu poses, parce que ça, c'est un présupposé, c'est genre, le coach, il est là pour me sauver, pour m'aider, etc. Dans l'état d'esprit du coach, le coach est si on revient à l'origine du mot coach, le coach, en fait, c'était la personne qui drive la calèche et qui est là, qui fait en sorte que les chevaux aillent au bon endroit. Alors, ça fait un peu animal mis comme ça comme exemple, mais dans l'idée, si tu veux, c'est quelqu'un qui monte la direction. Et si on devait prendre une autre métaphore, quand tu as, en fait, ça c'est beaucoup chez les guides de montagne, les guides de montagne, en fait, sont souvent à l'arrière et ils laissent passer les gens devant parce que en fait, ils vont guider les gens à aller, justement vers leurs objectifs et ils sont raccordés, en fait, par la connaissance de ce qu'on va leur donner. Donc, bien aussi distinguer, en fait, ce que tu dis toi, parce que dans ce cadre-là, dans ce que tu viens d'expliquer, c'est plus pour un coach business qui, lui, en fait, va te dire: «Oui, fais ça», presque comme un mentor, parce que faut bien distinguer aussi ça. Il y a des mentors, des coachs, en fait, qui ont déjà fait le chemin et là, on va les appeler des mentors OK. et des gens en fait qui ont déjà fait le chemin pour toi, qui vont te dire, comme tu viens de le dire, fais ce que je te dis. Et en fait, c'est vrai, la personne a déjà fait le chemin, elle connaît le chemin et elle t'évite les pièges. Mais dans le cadre d'un coaching, le coach, il est plus là pour interroger la personne sur ce qu'elle sait, sur comment se poser les bonnes questions. Et le coach, il n'est pas là pour faire les choses à la place de la personne. Il est là pour créer justement des insights nécessaires pour que la personne puisse aller chercher ses ressources, ses propres ressources, pour aller atteindre son objectif. C'est une vraie différence parce que en fonction aussi du coach que tu vas choisir, c'est aussi ça qui va Mmh. permettre de différencier justement est-ce que tu veux atteindre un objectif business comme tu dis et on me dit ce que je dois faire ou j'ai un travail sur moi à faire et effectivement simplement être axé sur toi et tes émotions et là c'est un questionnement. D'accord. Donc tu as d'un côté le mentor qui a déjà accompli le truc que tu vas accomplir et qui te dit: «J'ai fait comme ça, tu peux faire ça pour le faire». Donc par exemple, quelqu'un qui aurait monté déjà l'entreprise, et qui dit: «Bah, si tu veux monter la tienne, fais ça». C'est ça, Et le coach qui, plutôt, questionne et aide la personne à, avoir de la clarté, trouver les ressources en elle, c'est mais ça, qui a pas forcément fait le chemin qu'elle voudrait, c'est mais ça. c'est pas grave. Là, l'idée, en fait, si tu veux, c'est le postulat de départ du coach, c'est chaque client qui vient nous voir, il a en fait deux types d'entrées. Il a une entrée problème, c'est-à-dire j'ai un problème, j'ai un objectif. Mais tant que j'ai pas résolu le problème, je peux pas atteindre mon objectif. Ouais, Et ça, la porte d'entrée problème, elle est souvent en lien justement avec nos croyances limitantes, avec nos peurs, etc. Donc là, on va plus faire un travail d'introspection. Par contre, si on est plutôt dans une porte d'entrée ressources, c'est j'ai un objectif, mais je sens que j'ai pas les ressources internes ou externes, ou je sais pas mmh, comment les trouver OK, pour aller atteindre mon objectif. Et à partir de là, ok, la méthodologie est différente. Quel genre de ressources, quel environnement, et là on va s'interroger plus sur quelles sont les ressources à activer pour aller chercher cet OK. objectif. Ça arrive souvent, tu sais, quand on a besoin, c'est là-dessus que j'accompagne le plus, c'est les phases de scaling. Si par exemple, j'ai des clients qui sont à plus de 100 cas par mois, ils veulent faire du 500 cas par mois, forcément, on ne peut pas avoir le même état d'esprit et activer les mêmes ressources pour aller de 100 cas par mois à 500 cas. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller trouver les bonnes ressources en soi, d'aller travailler sa vision, de Ouais. voir en fait qu'est-ce qu'on peut mettre en perspective pour aller vers l'objectif. Donc là, tu es sur le cas de profil, avancé, Ouais, avec qui tu travailles, mais tu travailles aussi avec des gens avec, ouais, qui lancent leur projet. tout à fait. C'est quoi déjà, toi, le 1er frein que tu observes le plus? En gros, le truc qui bloque le plus de gens qui veulent lancer un projet? C'est, on en revient toujours à ça, c'est fou, hein. C'est le syndrome de l'imposteur et le manque de légitimité. En fait, c'est une psychologie dans la tête et ce sujet, je crois que j'ai dû l'aborder des milliers de fois.
Une personne, en fait, quand elle se lance, elle voit par rapport au marché et la première chose qu'elle fait, elle se compare. En fait, elle voit déjà l'étape numéro 10 du chapitre 10, en fait, chez les concurrents. Elle dit: «Ah oui, mais lui, il est déjà là-bas. Ouais, mais t'as vu, il a déjà fait ça, et Ouais. cetera, et cetera». Et en fait, la psychologie qui est derrière, et là, on va vraiment parler de psychologie, c'est, heu, comme il voit la personne déjà là-bas, il se dit: «Je suis, donc je fais et en fait, si je suis pas comme lui, je peux pas le faire». En fait, la coupure se fait sur la capacité à se dire: «Je peux le faire». En fait, chaque fois qu'on se dit: «Lui, il a déjà 10 ans d'avance, il a déjà fait ce que moi je veux, je dois être comme lui pour pouvoir le faire». Alors qu'en fait, C'est c'est l'inverse. non, C'est je d'abord je fais le truc. fait les petits pas pour devenir comme lui. Et c'est souvent ce raccourci, parce que notre cerveau, il est habitué Ouais. à faire des raccourcis et à aller directement en fait à l'essentiel pour dire: «Ah oui, mais le raccourci, c'est ouais, il faut être comme lui tout de suite». Mmh. Mais tu peux pas être comme lui tout de suite. Est-ce que tu aurais des exemples de gens que tu as accompagnés dans les groupes où tu coaches et cetera, qui avaient ce sujet-là pour qu'on voit un peu comment ça peut se concrétiser dans le réel, ce blocage-là? Alors très simple, une personne qui voulait, lancer une activité, d'accompagnement, donc pareil, on va pas rentrer dans le détail de thérapeute ou coach, et cette personne, elle me dit: «Ouais, moi, en fait, je veux accompagner des gens, mais le leader de mon marché, bah, lui, il fait déjà, 10 000, 100 000, par mois. Donc moi, je peux pas faire comme lui». Et l'idée, c'est de savoir, en fait, qu'est-ce qui ferait que tu puisses pas faire comme lui? Et en décortiquant, en fait, en allant, en fait, dans les couches, c'est simplement comment moi je me perçois et quelle valeur je me donne et quelles ressources j'ai en moi par rapport à lui. Et l'idée, c'est que chaque fois qu'on est dans la comparaison du chapitre 10 avec le premier chapitre de ce qu'on est en train de Ouais, construire, forcément, derrière, le frein qui va immédiatement apparaître, en fait, c'est de se dire, il y a danger. Donc, les deux biais cognitifs principaux, la peur de l'inconnu et la peur du danger qui s'active, forcément, on a en fait ce besoin d'être en sécurité et on va pas aller ouais, poser des actions pour changer ça. Donc, l'idée, c'est plus de remettre en perspective par rapport à soi. Et moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est revenir à ce que nous, on sait faire et comment on va le faire. Parce qu'en fait, la base de ça, c'est de savoir à quel endroit on est capable, nous, d'agir pour pouvoir créer de la valeur. Quand on regarde bien, sur le marché, tout le monde fait la même chose. Il y a des coachs, il y a des accompagnants, tout le monde utilise les mêmes outils. Toi, tu es podcasteur, tu utilises les mêmes outils, caméra, micro, etc. ouais, Sauf que ta personnalité et ce que tu fais toi, il y a que toi qui peux le faire. Parce que tu as une identité, tu sais qui tu es, mmh, etc. Et je préfère aller travailler sur des niveaux identitaires et reconnecter la personne à ça en lui disant: «Regarde, le marché, en fait, et la personne dont tu parles qui a 10 ans d'avance sur toi, en fait, elle a sa propre identité et elle a simplement utilisé les mêmes outils que toi. Si toi, tu devais les utiliser, tu les utiliserais comment?» Et ce simple shift, ce simple fait de dire: «Ah bah ouais, c'est vrai, en fait. Si moi, par exemple, je devais utiliser un vélo, comment j'utiliserais ce vélo pour avancer? Quel genre de puissance de vélocité je mettrais ou quel genre d'objectif je me mettrais?» Et ça change totalement la perspective puisque on n'est plus axé sur l'autre. Là, on revient, on se centre sur soi. Et en fait, tout le travail d'un coach, c'est ça, c'est de ramener ce centrage à la personne pour regarder ce que la personne arrête de regarder. Et souvent, comme on est dans une société, comme je disais tout à l'heure, où il y a des standards, il y a des, oui, il y a des, des tu sais, injonctions. voilà, des injonctions, des gens qui te disent: ah oui, mais il faut être comme si tu veux être beau, il faut avoir tant de kilos, etc. En fait, pour sortir des injonctions, il faut absolument sortir du biais de validation. On a en France, tu sais, ce côté très écolier. Genre, oui, j'ai fait, donc j'attends une petite validation avec ma petite pancarte comme ça, «Est-ce que j'ai tout bien fait?» Ouais, Et on attend cette validation et c'est souvent le cas, en fait, quand on se lance, quand on est, vraiment, au début du parcours entrepreneurial. On attend du soutien, on attend de la validation, on attend, en fait, que les autres nous envoient du feedback. ouais, Et c'est souvent, en fait, cette boucle de feedback qui est pas au bon endroit. C'est-à-dire que quand on commence, la seule boucle de feedback qu'on va avoir, c'est notre famille, c'est notre conjoint, c'est la mmh, personne qui est autour de nous. C'est la pire boucle de feedback qu'on puisse avoir. Parce qu'en fait, effectivement, pour améliorer quelque chose, on a besoin de feedback.
Et cette boucle de feedback, si vous la prenez de personnes qui n'ont jamais fait d'entrepreneuriat, de personnes qui n'ont jamais eu en fait une entreprise à gérer ou qui n'ont jamais connu les défis entrepreneuriaux et surtout toutes les pressions financières que ça peut générer derrière, bah forcément, les boucles de feedback, vous qui êtes en train d'attendre Mmh. la validation, ah oui, est-ce que j'ai tout bien fait? Forcément, si vous prenez les pires des feedbacks, vous allez avoir de mauvais feedbacks qui vont justement ébranler encore plus vos ressources et votre capacité à agir. Et c'est là où justement la construction des croyances devient de plus en plus dense et les personnes se paralysent par la peur de mal Ouais, faire. tu aurais un exemple de ça, que tu as vécu ou vu chez des clients, effectivement sur le côté, feedback de l'entourage qui renforce des croyances qui empêchent en fait de réaliser le projet, tu vois? Alors souvent, ça vient du cercle très proche, conjoint, conjointe, famille, papa, maman, etc. Et j'ai eu le cas en fait d'une cliente qui était, enfin d'une personne qui, pareil, commençait, se reconvertissait d'un poste de salarié à devenir entrepreneur. Et elle avait divorcé et elle avait le soutien de sa mère. Mais sa mère, elle a jamais fait d'entrepreneuriat. Elle était en Ouais. CDI et dans la tête de sa mère, c'était: «Reste dans un CDI». Et en fait, ce CDI pardon. Ouais, pas de souci. C'est je commence, j'ai la bouche pâteuse. Dans la Cette cliente, en fait, Heu, elle se lance dans l'entrepreneuriat pour créer son business d'accompagnement, mais sa mère, comme elle a, jamais connu l'entrepreneuriat, elle a fait que des CDI, ce qu'elle lui dit, c'est: «Tu prends un risque et ce risque, il est dangereux financièrement pour toi, pour ton enfant et ça peut mettre, en danger, ton avenir». La peur est légitime, mais par contre, la personne, qui construit en fait un business, si elle décide d'accepter la vérité de l'autre, puisque ça, c'est la vérité de sa mère, Ouais, si elle décide de l'accepter, elle va auto-alimenter les peurs et les peurs justement en lien avec l'avenir. Comme on l'a dit tout à l'heure, la peur du danger et la peur de l'inconnu. Forcément, quand tu lances une entreprise, tu sais pas si ça va marcher, tu sais pas si tu vas gagner de l'argent, tu sais pas si à la fin du mois tu auras de nouveaux clients. Et l'idée, c'est que toutes ces peurs, chaque fois qu'elles sont nourries par les mauvaises personnes, elles ne vont que renforcer toutes les peurs qu'on a nous depuis le départ vis-à-vis de ce qu'on est en train de construire. Et donc, ce qui a été intéressant avec elle, c'est que, en plus des peurs financières, elle avait aussi un mari qui lui faisait la misère, son ex-mari et qui lui oui, faisait la misère parce que, il y avait, des frictions en fait, à ce qu'elle parte et cetera. ouais. Elle devait gérer donc les peurs de sa mère, ses propres peurs par rapport à la construction de sa boîte, les attaques de son ex-mari juridiquement, parce qu'il y a une procédure de divorce avec un enfant partagé, garde partagée, etc. C'est très compliqué. Et en plus de ça, elle a une obligation de performance pour faire en sorte que l'entreprise tourne. Donc, à l'intérieur de tout ça, quand on est pris par les contextes de vie, et ça c'est réel, hein, c'est pas vraiment agréable en plus, ben, il y a la seule chose qui peut permettre justement de sortir de ça, c'est simplement de revenir à qu'est-ce qui fait sens pour moi. Et souvent, ça c'est pour moi, c'est la structure interne de l'identité. C'est en premier lieu les valeurs et les croyances que je me construis vis-à-vis de moi. Et souvent, on va avoir, comme on a un environnement qui nous nourrit par la maltraitance, ben, si on ne sait pas faire cette distinction-là, on se maltraite soi-même. Et donc, on va nourrir cette peur du danger et de l'inconnu par: oui, mais ça, je sais pas faire, ça, je l'ai jamais fait, j'ai jamais eu assez d'argent, ouais, mais qu'est-ce qui me dit que je vais faire de l'argent? Et les peurs grandissent, en fait. Mmh. Donc, l'idée, c'est comment je me recentre, en fait, sur qu'est-ce qui va compter pour moi, remettre du sens sur les croyances et les valeurs. Ça commence déjà par se dire: OK, qu'est-ce qui fait qu'un jour, je me suis dit: «Je dois me lancer dans l'entrepreneuriat pour savoir qu'est-ce que ça m'apporte?» Et souvent, quand on décide de devenir entrepreneur, 90 du temps, ce qui revient le plus, c'est: «Je crée ma liberté». Et effectivement, la liberté qu'on se crée en créant sa propre entreprise a vraiment, en fait, une espèce de saveur comme ça, tu Ouais. sais? «Ouais, c'est mon entreprise et tout». Mais même la liberté a besoin d'un cadre. Et l'idée, c'est que une liberté sans cadre, derrière, c'est de la peur qui grandit. Pourquoi? Parce que les paramètres de l'inconnu sur les résultats, sur le nombre de clients, sur ce qu'on est capable de Ouais. faire pour cette entreprise, ne font que s'accélérer et s'accentuer au fur et à mesure qu'on avance. Donc, idéalement,
le premier cadre qu'on va se poser à soi, c'est OK, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes croyances et surtout, quelles capacités je dois développer. En fait, l'histoire des capacités, c'est pour ça qu'on en revient, tu sais, à des business où c'est quand même bien d'avoir quelqu'un, un coach, un accompagnant, un mentor, peu importe, quelqu'un qui a déjà fait le chemin, justement pour baliser le chemin et se dire, OK, en fait, là, grâce à cette personne, je sais où je vais. Ouais. Et ça, déjà, ça diminue de 50% la friction, en fait, Mmh. intérieure. Et l'idée, c'est que quand on accompagne, nous, en tant que coach, c'est la première chose qu'on va apprendre à faire à la personne, c'est-à-dire regarder les ressources qui sont en elle, mais aussi autour d'elle. Et souvent, quand on est dans cette peur nourrie par l'entourage, par le marché aussi, parce que en fait la famille c'est une chose, mais il y a aussi le marché, comme la personne qui me disait ah oui mais t'as vu le leader de ce marché, pff, il est déjà loin et le Mmh. marché il est saturé et il se raconte tout un tas d'histoires. Donc l'idée en fait c'est vraiment comment j'arrive à justement regarder au bon endroit où Ouais. sont les ressources et quelles sont les capacités que je dois développer en moi ou peut-être les ressources que je dois aller chercher à l'extérieur, tu vois. Après, une fois qu'on va chercher ces ressources, la question qui peut se poser aussi, c'est, qui je suis pour délivrer ce service, qui je suis pour accompagner ces personnes, qui je suis pour faire ça. Le sentiment d'être, un imposteur, quoi. Hmm. Ça, c'est un truc aussi qu'on entend souvent. Ouais. C'est quoi, toi, la méthode que tu utilises quand tu as quelqu'un qui se sent imposteur Hmm. pour débloquer ça? Alors, sur le sentiment d'imposture et d'imposteur, moi j'aime bien revenir à l'étymologie du mot. En fait, il y a un truc très simple, c'est de regarder l'histoire qu'on se raconte dessus. Parce que souvent, le sentiment d'imposture n'est qu'un sentiment, c'est-à-dire une émotion. Pour pouvoir décortiquer ça, le premier truc, c'est regarder le mot en lui-même. Imposteur ou imposture, c'est la définition étymologique, c'est quelqu'un qui ment sur ce qu'il est ou les compétences qu'il a. Donc, déjà, première question, est-ce que tu es un menteur? Est-ce que tu mens aux gens qui viennent te voir? Et souvent, cette simple question, on dit: «Bah, attends, je suis pas un menteur moi, je dis la vérité», tu vois? Et la seule vérité qui compte, c'est, tu as une personne qui vient te voir, est-ce que réellement, en toute honnêteté, tu lui apportes toutes les capacités, toutes les compétences que tu as? Et finalement, quand on vient voir un coach, quelqu'un qui accompagne, un entrepreneur qui veut accompagner, des gens ou peu importe le business qu'il veut lancer, si il est droit dans ses bottes et qui dit la vérité à ses clients et qui fait de son mieux pour ça, en fait, c'est là que ça se joue. Parce que tu vas pas leur mentir, tu vas pas, promettre monts et merveilles si tu es pas capable de délivrer. Ouais. Souvent, ce que je dis, c'est: t'as pas besoin en fait d'être, comment dire? C'est souvent le gap entre, j'ai eu ça, il y a 2 jours, une personne qui me dit: «Ouais, mais moi, tu vois, je suis super exigeant et je vais faire 10 cas par mois», alors qu'il vient de commencer, hein. Il est Mmh. à zéro dans son business, il me dit: «Ouais, moi, je vais faire 10 cas par mois et en fait, j'ai une exigence très élevée», En fait, chaque fois que tu fais ça, tu accentues le syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Parce que le gap entre 0 et 10 000 est tellement élevé que psychologiquement, la friction et la Ouais. résistance est trop forte pour y aller comme ça d'un coup. Donc, plutôt que de se mettre de la friction, plutôt que de mettre tout de suite un gap énorme, revenir à des petits morceaux, d'accord? Déjà, le 0 à 500 ou le 0 à 1000, si tu arrives déjà à faire ton premier 0 à 500 euros, franchement, c'est déjà une étape. On appelle ça les quick wins dans le cerveau en neurosciences. L'idée, c'est comment, en fait, redonner de la satiété à ton cerveau Ouais. pour qu'il se dise, j'ai fait une petite victoire, putain, c'est cool, vas-y, on recommence. Et Mmh. en fait, cette étape-là, elle est fondamentale parce que si tu n'habitues pas, c'est comme le sport, si tu n'habitues pas ton cerveau à avoir des quick wins, tu resteras dans le syndrome de l'imposteur que tu vas renforcer en fait par cette hyper exigence, par ce perfectionnisme. On est très perfectionniste en France. Vraiment, tu Oui. sais, ce côté, je veux tout Alors contrôler, ça je veux tout savoir, je veux tout maîtriser. Oh là là, mon Dieu, c'est un truc, je l'ai quasiment tous les jours en séance. Donc, bah, ça, je pense qu'on peut le creuser. Moi, je l'ai eu aussi. Le côté, je veux que le service soit parfait avant de ah lancer oui, mes c'est pubs, ça, ouais, tout doit être nickel, ouais, heu, ouais. mais en fait, moi, je me suis aperçu que c'est jamais parfait, quoi. La Parce que perfection, c'est quoi? Tu vois? En fait, il y a, en PNL, un truc que j'utilise beaucoup, c'est un outil de clarification. Moi, j'appelle ça les mots valises.
L'idée, c'est que la perfection est un mot valise. C'est comme le bonheur, c'est comme l'amour. C'est un concept, quoi. C'est un concept. Faut déconceptualiser. Voilà, il faut déconceptualiser. Si je te dis une table basse, tu vois, 3 C'est- pieds, tu Ouais, vois exactement ce ouais. que c'est. Et l'idée, c'est que le cerveau, tant qu'il est dans le concept, il va pouvoir en fait faire des interprétations, faire des suppositions, faire des extrapolations. Et en fait, chaque fois qu'on est dans les suppositions, interprétations, extrapolations, bah, notre cerveau, il a rien de concret. Donc, du coup, il continue à tisser ce que j'appelle moi la narrative. Et donc, plus la narrative est renforcée par ah oui, mais t'imagines si tu fais ça, ah, mais s'il se passe ça, etc. Et là, on grossit le truc. Donc, plutôt que de sortir, tu vois, de renforcer les schémas narratifs, on va revenir au mot perfection et on va revenir aussi, surtout, grâce à la PNL, à l'intention positive qu'il y a derrière. En fait, chaque fois qu'on est dans le perfectionnisme, derrière l'intention, c'est simplement une intention de bien faire les choses. Cette intention, en fait, pour moi, c'est un truc que je donne souvent, c'est ce que j'appelle la stratégie du cobra. Le perfectionnisme en lui-même n'est pas un problème. Le problème, c'est le dosage. Le cobra, il a 3 niveaux de morsure. Le premier niveau de morsure, c'est un niveau de morsure préventif pour pouvoir vraiment éloigner en fait l'assaillant. Ouais. Le deuxième, c'est une morsure de paralysie parce qu'en fait, s'il doit se battre, il préfère paralyser et après se tailler. Et le troisième, si le cobra n'a pas le choix, il va attaquer pour mourir parce qu'il sait qu'il est pris au piège et il va mordre pour tuer l'autre tuer. ou se faire tuer. Et l'idée, c'est que toutes nos petites manies comme ça, perfectionnisme, Ouais. le tout contrôle, tout soit parfait, etc. Ça, en fait, c'est le dosage qui compte puisque à certains endroits, si par exemple, tu vois, tu as un setup, tu veux que le setup soit bien, bah, tu as raison de faire en sorte que tout soit parfait, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais même à l'intérieur de ça, tu dois avoir un cadre qui te permette de te dire, OK, à quel moment C'est OK. c'est OK et à quel moment ça déborde du cadre et c'est trop. Ouais. Et Ouais. c'est ça le sujet en fait. Et peu importe le perfectionnisme, le type de perfectionnisme que tu as, tu peux en avoir. C'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce qu'il est au bon endroit et au bon dosage. Et en fait, quand on regarde ça, on se rend compte que finalement, bah, il y a plein de gens qui font des choses extraordinaires et qui sont bonnes en fait pour leur business, pour ce qu'ils Ouais. font au quotidien. Mais ce qui devient en fait vraiment très prégnant, c'est à partir du moment où ça dépasse, où la personne commence à vouloir tout contrôler, elle délègue plus, elle veut plus. Et là, ça devient vraiment toxique puisque derrière, ça devient en fait une contre-performance. Tu sais, Ouais. les gens qui viennent me solliciter, ils sont en quête de performance. Et ça enlève clairement de la performance à aller chercher du résultat. Et un dernier truc, et je terminerai là-dessus, je te laisse la parole, c'est, j'avais adoré cette phrase, c'était, de mémoire, c'est un ancien dirigeant de LinkedIn, mais gardez ça en tête. En fait, si le jour où vous lancez une offre de service ou un produit, si le jour où vous le lancez, vous n'en avez pas honte, c'est que vous l'avez lancé trop tard. C'est le concept même du MVP, Minimum Viable Product. Ouais. Et ça, c'est du lean marketing, c'est tous les marketeurs Oui, tout le le monde fait savent, ça, ouais. tout le monde fait ça, tu as une idée, il faut que ce soit un go-to-market immédiat. C'est-à-dire, tu as l'idée, bim bam boum, tu la packages, tu t'en fous de savoir si c'est beau, c'est moche, tu balances sur le marché simplement pour voir si ça va mordre à l'hameçon et est-ce que le marché va répondre. Et l'idée, c'est que tant que tu es en train de jouer au perfectionniste, le marché évolue et toi, tu fais du surplace. Ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on observe vachement dans tous les groupes d'entrepreneurs où on évolue. C'est en fait les meilleurs, c'est ceux qui ont le délai le plus court entre l'idée et l'implémentation. Donc c'est genre, j'ai une idée de produit, le truc sort le lendemain, quoi. Et c'est souvent, tu sais, la différence entre on va dire les artisans et les pros. Les artisans, franchement, moi j'ai été artisan, je pense que je le suis encore dans certaines sphères de ma boîte, mais ce côté artisan, en fait, c'est souvent au début, quand on commence, où on a des appréhensions parce qu'on ne sait pas faire, parce que, tu vois. Mais l'idée, c'est que les pros, eux, en fait, ils se sont tellement habitués au process de lancer vite, d'échouer vite et de recommencer vite, qu'ils réfléchissent même plus à l'échec. Ils prennent l'échec dans l'équation de la réussite. Ouais, c'est un des paramètres, quoi. C'est un des paramètres, si tu veux, parce qu'ils ont compris un truc. Et un truc fondamental, c'est la boucle de feedback. En fait, plus vite tu lances, plus vite tu échoues, plus vite tu as du feedback, plus vite tu as des données.
plus vite tu sais qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. C'est là où justement les artisans et ceux qui débutent, ah, oui, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Ah oui, mes trucs. Et en fait, on se pose mille et une questions alors qu'on devrait même pas se Ouais. poser de questions en fait. Il y a un exemple qui est frappant pour ça, et je pense que ça touche beaucoup de gens qui veulent lancer des projets. Ouais. C'était un gars que je suivais, filmmaker sur YouTube, donc il fait de la vidéo, etc. Et donc, grosse chaîne qui marche super bien. Enfin, tu vois, le gars vraiment excellent artistiquement. Hmm. Et là, il se dit, OK, j'ai envie de lancer un accompagnement pour apprendre la vidéo aux gens. Donc, voilà, je veux faire. Et lui, il voulait faire une formation. En gros, il voulait dire, bon, bah, moi, j'ai galéré à apprendre la vidéo. J'ai dû aller Ouais. regarder 100 000 Hmm. tutos. Il n'y avait pas d'endroit clair. Maintenant, je veux mettre tout mon savoir dans un endroit, une formation, genre le truc parfait pour. Hmm. Enfin, tu vois venir ce Ouais. qui va arriver, mais le truc parfait pour apprendre la vidéo de A à Z, etc. Hmm. Et là, en fait, il est parti dans une boucle de l'infini, où en fait, il a dit du jour au lendemain, du coup, j'arrête ma chaîne YouTube parce que maintenant, il faut que je travaille sur ma formation. Ah ouais. 1 million d'abonnés, tu vois, donc Ouf. chaîne qui Ouais. tourne et tout. Ouais. Euh, et en mode, OK, je vais en gros m'enfermer 6 mois et faire ma formation, et après, je vous la propose. Mais sans savoir, en fait, si son audience voulait sa formation non plus, tu vois. Hmm. Et en fait, les 6 mois, bah, en fait, c'était pas assez parce que c'était pas assez parfait, donc il fallait 6 mois de plus. Mais en fait, 6 mois de plus, c'était pas assez parce que c'était pas assez parfait, donc il fallait 6 mois de plus. Et en fait, 6 mois, c'était pas. Et là, il vient 3 ans plus tard Oh putain. de Ah ouais. sortir le truc, Waouh. et il a sorti un documentaire d'1 heure où tu vois, bah, toute sa vie pendant les 3 ans, ce qui s'est passé. Waouh. Et en fait, c'était horrible, quoi. Enfin, tu vois, il est allé dans des endroits très sombres Mais de oui. son truc. Et en fait, c'est vraiment admirable après ce qu'il a sorti, et la vidéo en question. Enfin, vraiment, il a abattu un travail qui est colossal. Euh, et du coup, en fait, moi, je me disais, mais qu'est-ce qui se serait passé si ce gars, il avait juste sorti une page de vente en 24 heures, il avait prévendu, il avait Alors, co-construit. j'ai une question. Ouais. Est-ce que ça a marché? Bah, du Il coup, a donné 3 ans de sa vie. Est-ce que tu as eu peut-être des résultats de OK. je sais pas combien il a fait de ventes avec. Hmm. Par contre, ce que je vois, c'est que bah, du coup, 3 ans plus tard, il a perdu 80% de son audience. Oh, Parce qu'en fait, waouh. avant, il faisait 1 million, Ah 2 millions de vues ouais. par vidéo. Waouh. Et là, il a sorti ses trucs, ça faisait genre 100 000, tu vois. Waouh. Ce qui est déjà beaucoup. Ouais. Mais c'est juste qu'en fait, tu vois, moi, par exemple, j'aurais pu lui acheter sa formation il y a 3 ans. Mais en 3 ans, j'ai évolué, maintenant, Bah ça oui. m'intéresse plus. Et le marché a évolué. Et son audience a grandi, Hmm. a évolué, machin. Et donc, Waouh. du coup, je pense que ça s'est quand même pas trop mal passé. Ouais. Mais Alors là, tu as un exemple typique voilà. de perfectionnisme, mais qui est tombé dans ce qu'on appelle la loi de Parkinson. En fait, c'est une pente infinie qui descend et Ça fait il n'y a pas de cadre. Et donc, ah oui, mais Ça fait dans 6 penser à un mois, dans 6 mois. programme informatique. Tu sais, quand des fois en informatique, tu as des boucles conditionnelles, et le programme bug quand Ouais, tu c'est fais une ça. boucle infinie. C'est ça. En gros, c'est genre, tant que C'est ça. X, on continue, Voilà. mais sauf que X n'a pas été défini. Exactement. Et la loi de Parkinson, c'est exactement ça. En fait, toute tâche non définie dans le temps par un cadre-temps est vouée à s'allonger dans le temps. Et plus Ouais. tu te dis, ah oui, mais il y avait ça, mais il y avait ça, mais il y avait ça, c'est souvent en fait la pensée analytique. Tu sais, les gens qui sont très dans le mental, Ouais. qui vont. J'ai un ami qui est comme ça, big up à lui, très analytique. Je vais pas donner son nom, sinon il va m'en vouloir. Très analytique. Quand il me raconte une histoire, il me dit alors attends, faut que je te raconte un truc. Alors hier, on est allé à 18h37, tu sais, au bar à tapas, mais tu sais, pas le bar à tapas avec les petits picons rouges, le bar à tapas où on mangeait, tu sais, les petits canapés avec du fromage dessus. Et en fait, ah oui, j'ai oublié de te dire, au fait, la serveuse qui s'appelait Marie, elle a changé aussi. Et le bar à tapas, donc à 18h37, quand j'y vais, et en fait, tu vois, je te noie dans l'information, je rentre dans les détails et je fais des parenthèses de sous-parenthèses et de X, tu vois, on Ouais, connaît. ouais. Et t'es là, t'attends, ok, et ok. Et en fait, plus Ça tu n'arrive allonges, jamais. et ça n'arrive jamais. Et en fait, même l'effet, tu sais, de la blague ou Ouais. de ce qu'il veut dire, tu perds totalement l'effet. Mm. Et ce côté analytique crée cet effet en chaîne Ouais. de loi de Parkinson où on perd le cadre. Et aussi, je te partage cet exemple-là, et je pense que ce serait pour toi un cas d'école, son documentaire où tu verrais toutes les ficelles à 10 000, mais, Ouais. mais en fait, lui, dans ce qu'il explique, c'est que c'était nourri d'une peur de ne pas être assez, en Mm. gros.
Et il expliquait, en fait, moi, quand ma chaîne YouTube a commencé à marcher, j'ai eu du feedback positif, donc j'ai créé la croyance que je devais, en gros, être parfait, réussir pour être aimé. C'est ça. Et du coup, il montre qu'en fait, il avait peur de pas être parfait, peur de pas être parfait, et cetera. Il s'infligeait du coup de plus en plus des horaires intenses. Il s'est enfermé dans une baraque. Enfin, il a vraiment, tu vois, il est Waouh. allé à Ah fond dans ouais, la démarche. hardcore, quoi. En plus, lui avait énormément de discipline et de force de Mmh. travail. Donc en plus, ça a été encore plus violent, tu vois? Waouh, Parce qu'il a même pas abandonné du coup. waouh. Et il explique qu'à un moment, il avait même des pensées suicidaires, et cetera. Enfin, vraiment, c'est allé Bah, tu m'étonnes, hein. méga loin Enfermé dans tout le seul, process. la solitude, l'être humain est un être social, il a besoin d'humains, tu vois? Et c'est intéressant ce que tu dis parce que le biais cognitif du «c'est pas assez», si tu veux, c'est moi ce que j'appelle les pensées racines. C'est souvent, en fait, toute la psychanalyse et la psychologie est basée là-dessus. Soit t'es pas assez, soit t'es trop. Et souvent, en fait, les trop débordants, c'est plutôt, tu sais, les personnes qui sont, on va parler un peu neurologie, Ouais. c'est des personnes qui sont dans un centre instinctif. Tu sais, aujourd'hui, on a 3 cerveaux. On a le cerveau, dans la boîte crânienne. On a 40 000 neurones dans le cœur, plus de 1 000 milliards dans le cerveau et à peu près 500 000 à 1 million dans les intestins. Et l'idée, c'est que, chaque fois qu'on est trop, c'est plutôt des gens qui sont dans le centre neuronal où, on va te dire: «Ah oui, mais lui, il est trop comme ci, il fait trop de choses comme ça, il est trop spontané, il passe trop à l'action, il fait trop n'importe quoi». Les Et instinctifs slash voilà, impulsifs, c'est enfin, ça. Et c'est ce côté-là, en fait, qui fait qu'on va te dire, toute ta vie, tu vas entendre: «Mais putain, mais t'es trop, bordélique, putain, mais arrête de faire ça, c'est pas possible». mmh, Et ces petits schémas sont des petites narratives qui renforcent, en fait, cette croyance que tu es trop. Et inversement, pour les personnes qui sont, tu vois, dans plutôt émotionnelles, et plutôt, dans le mental, là, on va plutôt être dans: «C'est pas assez». Et en fait, tu n'es pas assez comme ci, tu n'es pas assez comme ça, tu n'es pas assez sage. Quand, une personne qui est plutôt émotionnelle entend cette phrase, c'est: «Oui, mais je dois être plutôt soumis pour que je sois accepté». Et pareil pour le mental. Attends, un de mes clients, il y a 2 jours me dit, Ma mère me disait quand j'arrive à la maison et que j'ai eu un 9/10, ma mère me dit: «Pourquoi t'as pas eu 10/10?» Et donc, c'est pas assez. mmh. Et en fait, toute notre vie est jonchée de petites narratives qui viennent renforcer cette croyance que, quoi qu'on fasse, ce n'est pas assez. Et l'idée, c'est que tant qu'on croit, on continue de croire à cette histoire et qu'on la renforce, eh ben, ça donne les comportements que Bah tu viens d'expliquer. je peux partager, ça, parce que Vas-y. tu m'as aidé sur ce sujet-là précisément, Vas-y. mais du coup, ça, c'est marrant. Heu, à un jou en fait, moi, c'était ça le schéma que j'avais. D'ailleurs, ça, j'ai capté, un jour où, quand j'ai commencé mes études, sup, j'ai fait, donc j'étais bon bref, on s'en fout. Il y a le Ça y est, premier les détails des détails. Tu il y a commences. 1er partiel de maths de l'année, ils rendent les notes, je suis premier, Waouh! major de promo. Donc Waouh! moi, je suis là, bon, bah, voilà, c'est Stylé. major de Ah ouais, promo. stylé. Mon père rentre le soir, je lui dis: «Bon, bah, écoute, j'ai eu, genre, 18, je suis major de Ouh, promo». 18. Et il me Ouais. dit il me Eh. dit: «Et il a eu combien le deuxième?» Oh putain! Et je fais: «Bah, je sais pas, il a eu, 17 ou un truc comme ça». Et il me dit: «Ah, OK, bon, c'est bien, mais peut-être faudrait que, tu sais, que ça creuse plus l'écart». Waouh! Salut papa. Et là, du coup, Le papa de Baptiste. Alors là, et là, j'ai je tilté. savais pas qu'il fallait laver son linge sale en famille Non, comme non, mais ça. du coup, c'est parce que ça, c'était il y a très, très longtemps, donc enfin, il y Ah a mais je sais, no je hard rigole. feelings, Ouais, tu c'est vois? ça, no hard Sinon, je feelings. le partagerais pas sur un podcast, tu vois? Tu te doutes bien, mais Ouais, ouais. et du coup, là, j'avais tilté ce truc-là. Ouais. Mais je l'avais tilté, mais sans non plus, enfin, je l'avais Mmh. pas extrêmement conscientisé. Et moi, j'avais eu le problème quelques années plus tard où j'arrivais pas à couper du taf, tu sais, je travaillais jusqu'à Ah vingt-deux bah ouais, heures, ça c'est un et ah oui, parce qu'en fait, c'est jamais assez, quoi. en fait, j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et si j'arrêtais de travailler avant, je culpabilisais. Mmh. Et du coup, Qu'est-ce qui t'a fait shifter d'ailleurs? bah, un entretien avec toi. Alors d'accord, mais ça a été C'est quoi? Peut-être il y a eu un déclic, Oui, juste si tu peux nous partager bien ça? Parce sûr. que du Bah, le coup le déclic, c'est, en fait, tu m'avais aidé à voir que, genre, en fait, je disais, bah, moi, j'ai le sentiment que si j'arrête avant, je vais culpabiliser parce que ça avance pas assez mmh, vite. mmh. Tu m'avais dit: «Mais assez vite par rapport à quoi?» Et Là, là, on met j'avais du buggé contexte. parce qu'en fait, je comparais, quelque chose, il y avait pas de référentiel. Subjectif, ouais. Voilà, donc il y avait pas de donc en fait, ça aurait jamais été assez parce que j'aurais pu travailler peut-être jusqu'à minuit, mais pourquoi pas travailler jusqu'à 2 heures du coup? Enfin, C'est ça. il y avait pas de truc, et du coup, là, je m'étais aperçu: «Ah OK,
Donc déjà, je compare, enfin, j'ai pas de référence. Donc déjà, ça ne marchera, enfin, ce sera jamais assez si Ouais, je mets pas de référence. ouais, Point un. Et après, pourquoi est-ce que je veux tant que ça aille plus vite que ça? Et là, on avait creusé justement ce truc, ce sentiment de pas être assez et tout. mmh, Et là, je m'étais aperçu que, enfin, tu m'avais aidé en tout cas à voir que, bah, on a des croyances, héritées, c'est comme ça, celle-là, qui ont c'est ça. été utiles en plus. Parce que Mmh, tu vois, quelque part, moi, j'aime bien voir aussi ça comme, là, mon père, en faisant ça, il me challenge, tu vois? mmh, Mais ça a des bénéfices. Parce que ouais. derrière, bah, ça m'a permis aussi d'être encore meilleur, derrière et tout. Stratégie du cobra, tu vois? Le Ouais. dosage au bon endroit. Et sauf que le truc, c'est que le challenge, bah, pour moi, tu as l'autre côté de la pièce, c'est Mmh. plus le soutien ou Ouais, ouais, le support, quoi, qui a aussi d'autres bénéfices. Donc là, tu vois, le support, ça aurait été: «Ah, mmh, c'est très bien, machin et tout». ouais, Donc là, ça m'aurait peut-être fait, plus, me sentir mieux. Par contre, ça m'aurait moins poussé aussi à rebosser derrière. Et du coup, bah, ce qui m'avait aidé, c'était de pas de mettre de jugement dessus, tu vois? C'est pas bien ou c'est bien, mais c'est ça. plutôt, bah, il y a cette croyance qui a été héritée, c'était pas ma croyance de Mmh, base, elle m'a été utile. ouais, c'est ça. Maintenant, elle m'amène à un endroit, Elle était appropriée jusque là où ouais, tu es arrivé, voilà, mais à partir de là, elle ne l'est plus. voilà. Donc par quoi tu as envie de la remplacer? Et là, tu m'avais aidé à aller chercher, bah, Ouais, dans mes ressources c'est justement, ça. c'est quoi en fait la croyance qui serait plus juste maintenant, Ouais, qu'on peut installer. Et c'est ce qu'on avait fait. Et du magnifique. coup, derrière, j'avais pu, enfin, vraiment, tu vois, je suis passé de, 6 mois où je bosse jusqu'à 22 heures, je suis épuisé, à du jour au lendemain, sans pouvoir recouper, sinon je Ouais, culpabilise, ouais, ouais. à du jour au lendemain, bah, en fait, je coupe à 19h30 et je vais faire Et du c'est sport cool, ouais. et il y a aucun, problème. Mmh. Et tu es de plus en plus productif maintenant. Bah, oui, parce que du coup, Bah comme oui, je travaillais jusqu'à 22 heures, j'avais aucun respect pour mon temps, en fait. ouais. Donc du coup, je le remplissais avec des tâches de merde. Alors que maintenant, vu que je sais que j'arrête à telle heure, bah, je me concentre sur les bons trucs. Et surtout, ça crée de la performance dans le corps aussi, puisque tu dors mieux Ouais, et tu as une lucidité qui est bien ouais. meilleure, une créativité qui est bien meilleure. Ouais, ouais, Ouais. carrément. Donc, heu, donc voilà, c'était le petit C'est un partage super exemple. d'expérience. Franchement, merci pour le partage Et merci d'expérience. papa pour ça, parce que Et merci j'aurais pas papa. pu prendre toutes ces Mais prises oui. de conscience En sans ça. fait, tu sais, souvent, toutes nos croyances héritées, les gens qui viennent me voir, ils disent: «Ouais, mais ça, c'est de la faute de mon père, c'est de la faute de ma mère, c'est» en Mmh. fait, c'est de la faute à personne. C'est Ça a toi ouais. qui as pris à un moment une vérité qu'on t'a donnée et tu as cru que c'était vrai. Parce que c'était utile. Mmh, Et mmh, souvent, moi, c'est ça que j'aime bien regarder dans les croyances, c'est l'utilité de cette croyance. À quoi elle sert? Est-ce qu'elle t'est utile pour atteindre tes objectifs? Est-ce qu'à un moment, elle est plus appropriée et faut peut-être simplement en changer et mettre l'utilité ailleurs? Et souvent, le truc, c'est: «Oui, mais chaque fois que je dis ça, c'est mon père qui me revient. Chaque fois que je dis ça, c'est ma mère qui mmh. me revient». En fait, eux, ils y sont pour rien. L'idée, c'est que eux, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu au moment où ils t'ont offert ça et toi, tu as cru que c'était ça la vérité. Donc, plutôt que de chercher un coupable, il vaut mieux chercher en quoi c'est utile et est-ce que j'en ai encore l'utilité dans l'objectif que je veux aller atteindre. Ouais, Et moi, tu sais, je reste toujours en fait ancré dans le présent en tant que coach et pour aller chercher un ouais. objectif futur. Et je me dis que moi, tu sais, je suis très peu dans ma vie, je suis vraiment pas quelqu'un qui regarde le passé. En fait, j'ai une capacité à oublier le passé qui est phénoménale et je pense que ça me sert aussi dans mon métier de coach parce qu'il y a des gens, ils viennent me voir, ils me disent: «Ah, tu te rappelles, j'avais fait un truc, on avait parlé de ça». Je dis: «Ouais, possible, rafraîchis-moi la mémoire» et en fait, j'ai vraiment pas, cette mémoire du passé pour la simple raison que, je préfère le moment présent et me concentrer sur ce que je peux faire pour, du moment présent pour créer, mon futur et ça, c'est un truc que j'ai cultivé, en fait, pour justement ne pas rester dans le passé, les blessures et cetera. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a dans le passé ou dans le futur n'existe pas et ça fait bateau de dire ça, mais c'est dans le moment présent que tout se passe. Et à partir du moment où on arrive à se reconnecter mieux à ce moment Mmh. présent, en fait, c'est là où tout devient possible. Et souvent, les personnes viennent me voir en me disant: «Oui, mais ça, c'est mon père. Oui, mais ça, c'est ma mère». En fait, ce référentiel de ta mère et de ton père, c'est les lunettes du passé que tu viens de mettre qui n'existent pas là maintenant. Donc, plutôt que de rester là-bas, qu'est-ce que tu peux faire de là, ici et maintenant? Et souvent, quand on commence à accepter que ce référentiel n'a plus d'utilité, Ouais. c'est là où les choses bougent en fait. Quelles sont les étapes pour faire bouger les choses comme ça? Si quelqu'un arrive face à toi, effectivement, et un peu dans une posture, bah, c'est de la faute de, Ouais, et cetera. ouais. Par où tu commences pour aider cette personne, pour débloquer un peu le truc? Ou ce serait quoi un peu les clés déjà pour les gens qui nous écoutent?
pour Alors, prendre du recul sur ça? il y a quelques étapes assez simples, comme ça tout le monde peut faire le travail. La première des choses, c'est de faire un état des lieux. Tu sais, en fait, comme quand tu arrives dans un nouvel appartement, tu fais un Ouais. état des lieux et tu regardes l'existant, donc tu regardes en fait ce qu'il y a dans la pièce. Et souvent, il y a d'abord une émotion qui est souvent violente. Tu sais, c'est pour ça que Jérémy m'a collé l'étiquette du coach qui fait chialer tout le monde. C'est parce qu'en fait, chaque fois que les gens viennent me voir, ils sont à partir du moment où le questionnement commence, ils sont directement connectés à cette émotion qui leur fait mal. Donc la première des choses, c'est état des lieux de qu'est-ce qu'il y a en fait dans la pièce. Et souvent, une blessure, une contrariété, une frustration, souvent c'est les blessures d'âme, hein, c'est tu sais les 5 qu'on connaît bien: trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Et ces blessures d'âme, elles sont souvent le ciment de la douleur qu'on vit, qui va, elle, se manifester par, des idées, des mots et surtout des comportements. Donc souvent, la première étape, c'est de débunker ça. Ouais. C'est-à-dire arrêter de mettre ça sous le tapis et de dire non, mais j'ai pas envie d'aller voir sous le tapis parce que ça va me faire mal. En fait, plus on reste dans la perception de cette émotion, c'est-à-dire moins on veut y aller, plus la perception grossit. Comme on le disait tout à l'heure, Ouais, tu sais, c'est subjectif et tant qu'on n'y va pas, tant qu'on va pas mettre un peu de rationnel dedans, le truc grossit et nous fait de plus en plus peur. c'est Orelsan qui vient de sortir un album où il parle beaucoup de ces sujets-là, tu vois? Ouais, Et dans un morceau, il dit en gros, «Les monstres, grossissent dans le noir», quoi. ouais, ah Tu oui, vois? mais totalement. Et ça, c'est une super métaphore parce qu'en fait, c'est pas, la peur du monstre, c'est la perception qu'on en a. Ouais. En fait, on fait souvent cette analogie en PNL avec le lion. Tu sais, le lion, tu vois un lion, tu dis: «Putain, le lion, les dents, la Mmh. crinière, le truc, il fait une demi-tonne, si il te met un coup de patte, il t'arrache la tête» et la narrative qu'on se construit autour du lion, elle est vraiment effrayante, tu vois? Ouais. Mais en réalité, si le lion apparaissait là maintenant, ici devant nous, on n'aurait pas le temps de réfléchir à ça. Notre instinct de survie, le reptilien, Ouais. reprendrait immédiatement le dessus On et courrait. boum, on court en fait. Instinct de On n'aurait survie. pas peur. On n'aurait pas peur. En fait, on n'aurait pas le temps d'avoir peur. Ouais. Et c'est cet effet-là qu'on cherche à créer en fait en allant d'abord débunker ses émotions, OK. en remettant en fait du rationnel, on revient en fait à quelque chose de plus instinctif et de plus, tu vois, réel quoi. Et c'est souvent cette première étape qui permet aux gens de, tu vois, de faire baisser la tension. Ça doit Et pas être à facile. partir de là, ouais, et c'est souvent parce que les blessures sont profondes, qu'il y a eu, tu sais, on t'a martelé toute ta vie que c'était pas assez. Ah oui, mais toi, t'es premier, le deuxième, il fait quoi, tu vois? Comment tu fais si tout ça, tu le sais pas, tu vois? C'est gravé, mais tu le vois pas? Parce que est-ce que tu as peut-être 2 cas de figure, que tu as peut-être celui où au fond, tu le sais et Mm. tu pas envie d'aller voir ce truc qui te fait Mhm. peur, ou le cas où juste c'est dans ton angle mort, quoi? Ben, sur les angles morts, le meilleur moyen, c'est d'écrire. Et ça, je l'ai testé à de nombreuses reprises. Il y a des gens qui sont plus dans la parole, donc plutôt, tu sais, les gens qui sont, on va plutôt parler des centres émotionnels. C'est la neurologie émotionnelle, si tu veux, les gens qui agissent vraiment par leurs émotions, ils ont ce côté très métaphorique. Donc eux, on va plus le faire à la parole, on va aller explorer, etc. Par contre, les personnes qui sont dans le mental, elles ont besoin de conscientiser et elles, je les fais plus écrire. OK. Et l'idée, c'est que, en fonction de ta neurologie, je vais utiliser en fait des moyens Différents moyens, ouais. différents. Et l'écriture permet à vraiment, en fait, tu sais, ça va activer certaines zones du cerveau qui sont neuro-émotionnelles et sur lesquelles, quand tu Mmh. écris, tu décharges en fait. Mais par contre, pour les personnes qui sont plutôt émotionnelles, elles ont besoin de l'exprimer et surtout que ça passe par le corps, c'est-à-dire pleurer, crier s'il faut. On va pas tous avoir, si tu veux, le même canal de Ouais. débunkage des émotions. Et en fait, pour les instinctifs, les personnes qui sont plutôt dans les tripes, bah là, ça va être vraiment quelque chose de ah ouais, mais j'aurais dû faire ça ou j'aurais dû dire ça. Et là, en fait, on va leur demander de faire des actions qui vont être simplement, tu vois, je sais pas, d'aller taper dans un sac de frappe à la boxe ou, tu vois, OK. d'extérioriser différemment. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a débunké l'émotion et qu'on a retravaillé cette émotion-là, ben là, on va regarder en fait, et c'est là où on va mettre un peu plus de rationnel, c'est en quoi elle a été utile, à quoi elle a servi, sur quoi justement aujourd'hui on doit peut-être pardonner et se pardonner à soi-même de dire bon bah j'y ai cru mais c'était pas à ça qu'il fallait croire maintenant. Et à partir de là, ben qu'est-ce que je veux atteindre et surtout quelles sont les actions que je dois mettre en place pour aller vers ça. Et là on revient à, tu sais, à ce que je disais, l'utilité. En quoi c'est utile encore maintenant
est-ce que j'ai envie de le garder? Parce que pareil, hein, si Ouais, tu veux le garder, il n'y a pas de problème à le garder. ouais, Le perfectionnisme, si aujourd'hui tu le ouais. gardais pour faire tout ce que tu fais, bah, ça a de l'utilité. Et je l'ai gardé, mais dans une dose plus Voilà, faible. Le c'est poison est ça. dans la dose, comme tu disais. C'est ça. Et en fait, en fonction de la dose, là, on va aller regarder en fait quel est l'objectif. Et là, on va se réintéresser, on va mettre de la lumière sur les ressources. C'est-à-dire que bah, la personne, en fait, comme elle a passé toute une vie de culpabilité à simplement se flageller, tu vois, en disant oui, je suis pas comme si je suis pas assez, je suis trop. Là, on va simplement aller regarder les ressources dont elle a besoin ici et maintenant, et peut-être aussi les capacités qu'elle doit apprendre à redévelopper. En fait, moi, j'ai la croyance, et ça vient surtout de l'outil de la PNL, où on nous apprend que l'être humain a toutes les ressources en lui pour faire ce qu'il veut dans le monde. Et cette croyance, elle est très fortement ancrée en moi parce que depuis mon accident en 2016, je sais que je suis capable d'énormément de choses. Et l'idée, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a des gens, tu vois, qui arrivent partout dans le monde à faire des choses complètement extraordinaires. Il y a un mec, par exemple, il a ni bras ni jambes, il est parti faire la traversée, tu vois, de la Manche à la nage. Et l'idée, c'est où est-ce que tu places tes limites et les limites, en fait, t'empêchent de voir tes ressources. Donc, mon objectif, à chaque fois en séance, c'est d'arriver à remettre de la lumière sur les ressources oubliées pour pouvoir les réactiver et pour pouvoir aller à l'objectif. Et en fait, avec ces 3 simples étapes, Mmh. d'accord? Accueillir ce qu'il y a déjà, Ouais. l'existant, les émotions. À partir de ce moment-là, on regarde aussi, justement, les capacités, les ressources et ce qu'on veut atteindre et quelles sont les capacités et les ressources pour aller atteindre l'objectif. Entre les 2, évidemment, il y a des outils de PNL, de coaching, parce que j'utilise beaucoup le coaching, la Ouais, ouais. PNL et la ProcessCom. Et l'idée, en fonction de la neurologie de la personne, bah, on va l'amener à un cheminement qui lui permette d'atteindre son objectif. Et c'est vrai que dans ces étapes-là, le plus compliqué, en fait, c'est est-ce que j'ai le courage, vraiment, hein, parce que là, ça demande énormément de courage, est-ce que j'ai le courage, comme tu l'as fait courageusement, de faire face à papa? Voilà, de dire ouvertement, bon bah voilà, papa, ok, c'est un peu grâce à toi, mais c'est aussi à cause de toi. Et en Ouais, fait, ouais. la nuance entre les 2 est très importante parce qu'en fait, heu, quand on est dans la douleur, c'est à cause et moi, ce que je veux, c'est qu'on transforme ça, c'est grâce. Ouais. Parce qu'en fait, la nuance neurologique, elle est complètement différente et si on arrive à mettre les choses grâce à ça, on voit bien qu'en fait, tout ce qui nous arrive pour nous et pas contre nous. En quoi cette phase, elle peut être dure? Parce que là, quand tu me partages ça, je vois bien, tu vois, le raisonnement qui peut être de dire: «Bah, non, en quoi ça m'a été utile? Bah, en rien». Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, en rien du tout. Alors, là, moi, je te fais l'exemple, parce que maintenant, enfin, comment dire? J'imagine que le premier réflexe qu'on peut avoir quand, on va aller voir quelque chose qui nous a fait du mal dans le passé, qui est arrivé et qu'on va regarder, bah, c'était quoi les bénéfices de ce truc? Ça peut être de dire: «Bah, j'en trouve pas». Parce que, j'étais à un séminaire, avec, Pierre David Ah qu'on oui, embrasse, big up Pierre ou David, la dépolarisation. dépolarisation et Excellent. tout, et donc lui, voilà, dans sa méthodo, il y avait aussi ces étapes d'aller voir justement les Mmh. bénéfices, et il y Bien avait en sûr. fait beaucoup de personnes dans la pièce qui prenaient des exemples, qui disaient: «Beh, mais il y a aucun bénéfice». Et en fait, ça nécessitait vraiment un vrai travail, tu vois? De se dire, «Ce truc qui m'est arrivé, en fait, il y avait des bénéfices». Je sais pas si toi, c'est un truc que tu observes, ou des fois ça tourne un peu en rond, où la personne a beaucoup de mal à trouver le truc? Alors, là-dessus, je pense que Pierre David, il le fait aussi, à sa manière. Moi, ce que j'aime bien aller voir, c'est, en fonction du centre, neuronal. C'est-à-dire si la personne elle est plus dans le mental, là, on va aller plutôt, l'interroger sur la logique qu'elle a par rapport à ça. Si elle est plus dans l'émotionnel, on va aller regarder, en fait, la logique émotionnelle qu'elle a ou la logique instinctive pour les instinctifs. L'idée, en fait, c'est, chaque fois que tu vois, un bénéfice et que tu dis: «Bah, je sais pas, je trouve qu'il y a pas de bénéfice», c'est simplement aller raisonner en disant: «OK, d'un point de vue rationnel, si tu te remets dans le contexte, si prenons le Ouais, mental, d'un point de vue rationnel, c'était quoi?» Et c'est là où on va utiliser la PNL, la perception de ton père vis-à-vis de toi dans cette situation. Et en fait, on va simplement inverser les rôles et dire: «Si tu te mets à la place de ton père, ouais. dans sa logique à lui, il voulait te faire quoi?» Et Ah, là oui, tu trouves tout de suite. en fait, tu vois l'utilité par rapport à lui. Mmh. Et cette position de perception te permet de comprendre que son intention positive à lui, c'était de te pousser à l'excellence, Ouais, tu vois? ouais. Là où toi, tu vois pas d'utilité, en fait,
Le simple changement de perception te permet de voir, ah oui, mais lui en tant que père, il voulait quoi? Il voulait que je sois dans l'excellence, il voulait peut-être aussi que je galère pas comme lui, il a galéré, Mmh. etc., Ouais, etc. ouais, ouais. Et là, en fait, tu vois, ta narrative, elle change et ta vision aussi change. Et toute l'utilité, en fait, de voir les choses sous un autre angle te permet aussi de prendre du recul en se disant, putain, oui, en fait, quand je le vois de son œil à lui, je vois ça, mais de mon point de vue, je souffrais alors que lui essayait de me pousser à être meilleur, quoi, en fait. Tu Mmh. vois? Ouais, donc tu fais le pas de côté, en fait, pour, On appelle ça en PNL la position méta. Donc, OK. méta veut dire, tu sais, tu te mets et Ouais, tu regardes la big picture, quoi. Tu tu regardes en sors de fait, toi et tu voilà, tu sors de toi, tu poses la caméra ailleurs. Alors, ce truc-là, qu'on soit clair, c'est pas des trucs de chez Père. Dans la psychologie, en fait, on a plusieurs identités en nous, l'enfant, le parent, l'adulte, etc. Et à chaque fois, on va jouer des rôles différents tout au long de notre vie. L'idée, c'est de poser la caméra un peu à l'extérieur de tous ces jeux psychologiques et de voir en fait la carte dans son ensemble et de voir ce que mon adulte, c'est-à-dire mon parent, attendait de moi enfant, et par rapport à mon enfant, bah, qu'est-ce que moi j'ai pu faire avec mes ressources et avec tout ce que j'étais ouais. à l'époque en fait, tu vois, tout simplement. Toi, tu accompagnes aussi des entrepreneurs, très avancés, Ouais, certains qui ont des boîtes qui font des millions, tous ouais. les ans et tout Mmh. ça. Là, on a parlé de légitimité, de syndrome de l'imposteur, de sentiment de pas être assez, et cetera. On pourrait se dire, bah, ça, c'est des trucs qui bloquent, au démarrage, mais les gens, avancés, ils sont pas pareils, tu vois? Ils sont différents. Heu, comment ça peut se manifester aussi, ces sujets-là, chez des profils avancés que tu accompagnes, toi? Alors le dernier en date que je peux te donner, c'est paradoxal et c'est vraiment un exemple hyper paradoxal, surtout venant de la part de multimillionnaires. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais le sujet c'est, la peur du manque. C'est complètement dingue que des multimillionnaires me disent encore: «J'ai peur de tout perdre. J'ai peur que tout s'arrête». Et on pourrait se dire: «Putain, mais comment c'est possible? Le mec, il fait des millions, il est enfin, il vit à Dubaï, il est, tu vois, Il est chill, blindé. il est blindé», et on pourrait se dire: «Mais ça va pas ou quoi? Pourquoi tu dis ça, en fait?» Et ça, c'est ni plus ni moins que, l'expression, encore une fois, de peurs qui vont se transformer. Puisqu'en fait, il y a un truc que j'ai compris avec le temps, c'est que nos croyances ne nous quittent vraiment, jamais. Elles se transforment avec nous et elles vont prendre d'autres formes. La peur du manque, c'est, en lien, encore une fois, un peu en filigrane avec le perfectionnisme, puisque c'est une peur de perdre le contrôle et par cette peur de perdre le contrôle, de manquer de quelque chose auquel on s'est habitué. Et en fait, comme on a pris des habitudes par le fait de tout contrôler et que tout marche, ben, si je perds ce que j'ai là, en fait, et on va pouvoir prendre un exemple, justement sur, la publicité. L'idée, c'est que ce client, il fait en moyenne, allez, 150-200 000 € par mois. Il me dit: «Moi, je veux atteindre les 500 000 par mois et après, l'année d'après, donc en 2026, aller taper le million par mois». Le truc, c'est que pour pouvoir faire ça, il sait précisément quel bouton il doit appuyer. La pub. Il doit augmenter son budget pub, Point. faire plus de pub, Voilà. Faire plus de ce qui marche. dépenser plus en pub, Dépenser plus qui va et rapporter plus. et faire plus de ce qui marche. Voilà. OK. Et le truc, c'est que s'il fait ça, sa réserve d'argent, Elle va ben, diminuer au elle va début. diminuer. Et il va avoir peur justement de, voilà, Et si ça marche pas? et si ça marche pas? Et si, et si, et si? Mmh. Et en fait, la peur du manque se cache là-dessous, mais alimentée aussi par la peur de perdre le contrôle. Ah! Donc Parce qu'en si fait, s'il a pas d'argent, il a plus de pouvoir et il perd le contrôle sur son équipe, sur sa boîte, les gens le quittent, et cetera. Et donc, la peur en filigrane bien cachée, peur de l'abandon. ah! Pas OK. mal, tu vois? Et en fait, cette peur de l'abandon, c'est: «On m'abandonne si je ne réussis pas». Et là, on revient à ce que je te disais tout à D'où l'heure. ça vient? D'où ça vient? Syndrome de l'imposteur. Ah oui, je suis en fait à partir du moment où je fais, mais en fait, là, tu dois le faire pour pouvoir devenir. Et on revient à ce que je t'ai dit au départ. Le serpent Syndrome de qui se met dans la l'imposteur, queue. voilà. Et tu vois, la boucle, elle est bouclée. Et en fait, tu te dis: «Mais c'est pas possible. Comment un mec comme ça, arrivé à ce niveau-là, peut encore, arriver là-dessus?» Et en fait, la croyance s'est transformée parce qu'il a passé les premières étapes, syndrome de l'imposteur, et cetera. Mais là, en fait, la peur du manque, elle est simplement due au fait que il est perfectionniste, il veut garder le contrôle et s'il a plus d'argent,
Donc, il n'a plus de contrôle, il n'a plus de pouvoir et il peut en fait tout perdre et Être donc abandonné. abandonner. Voilà. Tu comprends le schéma? Je comprends le schéma. À partir Et de là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, l'émotion qu'il y a derrière, c'est la peur de souffrir. Puisque un abandon, c'est une souffrance et je vais souffrir si je perds tout, et ouais, cetera. ouais, ouais. Je ne serai plus aimé parce que dans la tête de inconsciemment, hein, tout ça c'est psychologique et inconscient, dans la tête, ça va être: «Oui, mais en fait, si je ne produis pas, si je n'ai pas cet argent, je n'ai plus de valeur». Alors que non. En fait, si ta valeur est corrélée à l'argent que tu as sur ton compte, mais qui es-tu? Juste pose-toi cette question et Ça peut faire beaucoup de bien à entendre, je pense aussi pour beaucoup de gens. justement, Parce que c'est c'est un truc qui est assez commun. c'est justement ça, c'est un fait sociétal. On nous a appris depuis l'enfance: «Tu as 20 sur 20, tu as eu 18 sur 20, eh bien, tu es un bon élève, donc tu as de la valeur. Tu es bon. Tu es bon». Voilà, tu es ta note, en fait. Mais non, On tu s n'es pas une on s'en note. fout. On s'en bat les couilles. On C'est ça s'en le bat la truc. race. On s'en bat la race et l'idée, c'est que tant que tu ne décorrèles pas ça, c'est-à-dire le résultat, ton compte bancaire, Mmh. les chiffres, tu n'es pas un résultat, tu n'es pas un Ouais. compte bancaire. Tu es toi avec tout ce que ça comporte de personnalité, de traits de personnalité et à partir du moment où tu fais ce qu'on appelle en PNL une dissociation émotionnelle déjà de cette souffrance que oui, je ne serai pas aimé si je n'ai pas ce résultat, bah, en fait, tu continues de souffrir et d'avoir peur et de te dire: «Ah bah non, si j'appuie sur la pub, derrière, qu'est-ce qui va se passer?» Et donc, on est allé débunker, comme je t'ai dit, émotion. On est revenu, à l'existant, donc ce qu'il y avait en termes de peur, d'émotion. On est revenu au rationnel, quelles sont les ressources qu'on a et les capacités qu'on a. Et en fait, en décortiquant, en l'espace de, allez, 15-17 minutes, si tu fais aujourd'hui, par exemple, 50 000 € de pub, tu fais fois 2, tu fais 100 000 de pub, qu'est-ce qui se passe? Et là, il me regarde, il me dit: «Bah, en fait, j'ai l'équipe de vente, ils vont avoir 2 fois plus d'appels, mais si je rajoute un closer, ça marche. Le delivery, bah, tout est automatisé, donc La livraison du voilà, service. voilà, livraison du service, ça devrait passer. L'acquisition, bah, en fait, mon tunnel, il marche parce que je sais qu'il marche et que chaque fois que je mets de l'argent, Donc ça ça va marche. pas péter. Et ben alors, bah, ouais, en fait, je peux lancer, dès aujourd'hui. OK. Et en fait, le seul grain de sable, c'était je rajoute un closer, c'est-à-dire un commercial de Donc un plus, détail logistique. un détail logistique. Et en fait, dans sa carte du monde, passer de 50 000 de pub à 100 000, C'était inimaginable. c'était voilà. Mmh. Et en fait, il l'a fait. On s'est parlé cette semaine. Il me dit, mais en fait, ça marche super bien. Et là, ça y est, il est à 200, 250 par mois. Et potentiellement, dans un mois ou deux, il va multiplier par deux, aller encore plus loin. Et en fait, c'est souvent la perception de qu'est-ce qui pourrait se passer. Là, tu vois, on revient à ce que je t'ai dit au départ, la peur de l'inconnu. En fait, c'est l'inconnu parce qu'on ne le connaît pas et ça peut être dangereux potentiellement. Mais en fait, quand on y réfléchit, tous les systèmes sont verrouillés, tout fonctionne. Et même s'il y a un danger, est-ce qu'il est capable, avec ses ressources, d'aller justement régler le problème? Oui. Et il a les moyens? Oui. Est-ce qu'il peut tout perdre du jour au lendemain? En faisant un calcul, une entreprise qui génère 150 000, allez, 100 000, faisons simple, 100 000 € Ouais. par mois, d'accord? 1,2 million à l'année. En faisant un calcul simple, si tu devais tout perdre aujourd'hui, puisqu'il est à Dubaï, il paye zéro taxe, etc., donc et le compte bancaire, il est bien rempli. Si aujourd'hui, il devait tout perdre, ça lui prendrait en moyenne à peu près 18 mois pour tout perdre. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il crame, je sais pas, 10, 20, 30 000 € par jour pour, tu vois, tous les jours, il faut cramer de l'argent pour qu'on tombe à zéro. Tu vois, je veux dire, tu as le temps de voir venir en 18 mois, tu vois. Donc, Ouais. j'ai pas fait le calcul, je me rappelle plus du calcul qu'on a fait, mais grosso modo, enfin, pour perdre tout du jour au lendemain, il faudrait vraiment qu'il y ait, je sais pas moi, une guerre mondiale ou, tu vois, et je touche du bois, j'espère qu'il y en aura jamais, mais, l'idée, c'est vraiment ça. C'est de revenir au rationnel et de dire: «OK, en fait, vraiment, est-ce que tu peux tout perdre du jour au lendemain?» Et même ça, quand on le rationalise, on dit: «Bah ouais, en fait, non, Mmh. on va rien perdre du tout, en fait». Donc tu es allé voir le monstre, quoi. C'est ça. Et l'idée, c'est vraiment mettre la lumière sur le monstre pour voir si réellement, Il y a un monstre. ouais, ah non, en fait, tu sais, tu un petit, Un petit ouais, un mini Moïse là qui est c'est ça, en fait. incroyable, incroyable. Et c'est là aussi où on comprend pourquoi des dirigeants sont prêts à se faire accompagner, à investir dans des coachs.
Si en 17 minutes, en fait, ça lui a débloqué un énorme palier, bah, forcément, derrière, ça fait sens, quoi. D'où, l'existence, Tu sais, c'est de souvent cette coach. capacité-là, justement. Tu sais, il y a effectivement des croyances sous-jacentes, mais il y a des capacités qui se construisent chez les personnes plus avancées, chez ces pros, justement, qui font beaucoup d'argent par mois. Quand on le dit comme ça, peut-être pour l'audience, ça peut paraître énorme, mais en fait, à hauteur d'entreprise, parce que là, on pense souvent, ah oui, c'est un homme, un humain, une Oui, femme qui a fait qui ça, mais en fait, c'est une entreprise qui a des systèmes, des process qu'on a simplement oui, verrouillés. avec une équipe, Exactement, c'est ce que font en fait toutes les entreprises mondiales aujourd'hui dans le monde entier. Donc, si tu veux, dans l'entrepreneuriat, on a l'impression que c'est waouh, alors que c'est la norme dans toutes les entreprises, tu vois, ouais, ouais. internationales du monde. L'idée ici, en fait, c'est plus comment revenir, si tu veux, à, à être beaucoup plus rationnel sur le résultat qu'on veut atteindre et sortir de ce côté un peu extravagant de dire ah oui, on fait beaucoup, etc., etc. Et de revenir en fait à des croyances, si tu veux, qui permettent d'accélérer Mmh. ça. Et les pros, ils l'ont compris. C'est-à-dire que moi, quand je passe 17 minutes avec cette personne, dans la minute d'après, à la 18e Elle minute, a fait elle a déjà fait un Notion, elle a déjà appelé son équipe, elle a déjà appuyé sur le bouton de la publicité. Et c'est ce qu'on disait au début, c'est vraiment, c'est un muscle, développer ouais. cette capacité de passage à l'action rapide. Et c'est ça que je vois la différence entre les pros que j'accompagne qui sont à ces niveaux-là et ceux qui débutent. C'est que plus vite tu passes à l'action, plus vite tu sais si ça marche ou si ça échoue, et plus vite derrière Ouais. tu peux recommencer. Et c'est pour ça qu'en fait, à chaque fois qu'ils ont un grain de sable, eux, ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est à gagner du temps. En fait, en France, on a cette aversion à la perte, mais personne ne parle de comment gagner. Et eux, ils ont compris, ils ont inversé l'aversion à la perte à gagner du temps. Et c'est pour ça que quand ils prennent des coachs, quand ils prennent des gens comme ça, c'est simplement pour accélérer et gagner plus. Parce qu'en fait, si, comme tu le disais dans un angle, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas et tu vois pas tes angles morts, ben, le coach, en fait, déjà, c'est une oreille confidentielle, puisque nous, en tant que coach, moi, je fais partie des coachs certifiés. Je vais pas faire le mec qui fait le diplômé et tout, mais en fait, il y a une éthique de travail où on garde la confidentialité de ce qui se dit en séance, tu sais, au niveau personnel, etc. Mais ça nous empêche pas, tu vois, sans donner de nom, de dire ce qu'on fait en fait en séance. Et c'est une oreille à l'écoute qui va prendre une position méta et dire regarde, là il y a un truc que tu vois pas et là il y a un truc que tu vois pas. Mais lui, quand il fait cet investissement-là, le pro, lui, il investit pour accélérer et pour gagner en Ouais. fait. Là où les juniors, eux, ils voient ça comme une perte en disant ah oui, mais je peux pas parce que j'ai pas envie d'investir et parce que ça me fait peur. Mmh. Et tu vois, et c'est cette perception-là qui change Donc en énormément, fait, quoi. là, on s'aperçoit que les peurs sont les mêmes chez tout le Ouais, monde. On a tous les mêmes peurs. Alors peut-être pas, les mêmes, chez tout le monde, mais en tout cas, il y a un registre de peurs et on pioche dedans et on ouais, en c'est a. ça. Et ce qui va faire la différence entre ceux qui atteignent leurs objectifs et ceux qui vont galérer, c'est le comportement face à cette peur, quoi. Ouais, La rapidité c'est ça, d'implémentation et la réaction face à cette peur. c'est ça. Exactement. Donc, Mehmet, si tu avais face à toi quelqu'un qui veut lancer son projet ouais. et on supprime toutes tes vidéos YouTube, tous tes écrits, tout ce que tu as pu produire, ces dernières années, tout est effacé d'internet. Il y a plus rien. Et qu'est-ce que tu lui dirais à la lumière, du coup, de tes 20 années de coaching, de tes milliers de personnes accompagnées? Mmh. Sur 30 secondes, en gros, qu'est-ce que tu lui dirais pour lui donner le meilleur conseil? Le meilleur conseil, putain, ça, je crois que j'ai dû le dire 100 fois, mais faites-vous accompagner. Non, mais c'est top. Je me fais accompagner en fait tout au long de l'année. J'ai en moyenne, hein, en moyenne 4 à 5 personnes qui m'accompagnent. Entre mon coach sportif, que j'embrasse d'ici, mon cher ami, il me regarde assez régulièrement. Mon coach mindset, énergétique, psychologique, puisque j'ai une psy aussi. Et puis marketing, puisque là j'en ai plusieurs. J'ai Jérémy, Gérald, pareil, big up les amis. Et l'idée, c'est que si j'avais pas ça, je pense pas que je serais là où je suis aujourd'hui. Et quand je vois que tous les plus gros dirigeants ont une espèce, tu sais, il y a ce qu'on appelle les comités de direction, mais il y a aussi, moi, ce que j'appelle les comités de réflexion. C'est ce que je remarque chez les plus hauts, en fait, dirigeants des plus grosses boîtes aujourd'hui, puisque je m'intéresse beaucoup aux milliardaires. Ouais, Tu sais, je suis vraiment curieux de savoir comment ils ouais. vivent, ils travaillent. Ils sont constamment entourés de gens
qui leur apportent qui nourrissent leur réflexion, mais qui leur rapportent aussi de l'information. Et le coach, le psy, le thérapeute, tous les conseillers en communication, tous les milliardaires ont ça autour d'eux. C'est une espèce de congrégation de cercles de réflexion. En Ouais. fait, moi, je préfère dire comité de réflexion parce qu'en fait, chacun amène une perspective différente et permet en fait d'analyser le marché, la situation pour être stratégique pour une seule et bonne raison. Chaque fois que tu crées une entreprise, la seule chose et la seule obsession que tu dois avoir toi en tant que dirigeant d'entreprise, c'est comment je défends les intérêts de mon entreprise. Se faire accompagner, c'est défendre les intérêts de son entreprise. Parce qu'aujourd'hui, bah, le monde, il est ce qu'il est. Il y a l'État, les taxes, les impôts, les trucs. Il y a que le chef d'entreprise et le dirigeant d'entreprise qui est capable de Mmh. défendre son entreprise. Et chaque fois qu'on a un comité de réflexion, c'est-à-dire un coach, un psy, quelqu'un qui nous accompagne, là, c'est un investissement pour défendre les intérêts de son entreprise qui permet en fait d'amener de la performance. Dans un monde qui bouge aussi vite, dans un monde où justement il y a de plus en plus, si tu veux, entre guillemets, d'attaques envers les entreprises. On va pas se mentir. Aujourd'hui, ce qui crée de la valeur, c'est les entrepreneurs et les entreprises. Si aujourd'hui les entrepreneurs arrêtent de travailler, toutes les entreprises se mettent au point zéro, il y a plus de valeur qui se crée. Mais c'est grâce à ces entreprises que les lois existent, que les politiques existent, que l'économie existe en fait. Mais si l'entrepreneur, lui, ne met pas des actions intentionnellement parlant pour défendre les intérêts de son entreprise, bah, il est désarmé en fait face à tout ce qui arrive de l'extérieur. Donc, que ce soit un conseiller, tu vois, en finance ou en fiscalité ou en juridique, tout ce qui a de l'intérêt dans l'intérêt de l'entreprise est bon pour pouvoir créer de la performance. Mais quand tu regardes ça de l'extérieur, il y a effectivement ce qui est de l'extérieur et ce qui est de l'intérieur. Moi, ma spécialité, c'est d'optimiser et de scaler le dirigeant et justement en fait d'amener de la Mmh. performance à l'intérieur de lui-même. Là où en fait tout le reste va venir de l'extérieur. C'est pour ça que le comité de réflexion est un comité de scaling intérieur duquel faut absolument pas se priver aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, avec la déshumanisation, avec les téléphones où tout le monde est comme ça toute la journée, il y a un moment où en fait, faut apprendre à comprendre sa propre psychologie et pouvoir s'en servir dans son entreprise au bon endroit. Et c'est souvent parce que le dirigeant lui-même ne se connaît pas qu'il ne sait pas placer ses joueurs au bon endroit. Et Mmh. moi, c'est ce que je lui apprends à faire. C'est simplement, justement en utilisant la neurologie, sa propre neurologie, que je lui réapprends, en fait, si tu veux, à mieux la réutiliser et aussi à placer sur son échiquier entreprise les bonnes personnes aux bons endroits. Et c'est ça qui, avec le management, la vision long terme, la performance se crée par ces outils-là. Et en fait, en amenant ça aux personnes que j'accompagne, derrière, en fait, elles ont un comité de réflexion intérieur qui leur permet d'aller chercher plus et de faire plus. Donc, vraiment, le conseil, c'est investissez en vous, faites-vous accompagner. Je ne parle pas spécialement de coaching, thérapie, Ouais, psy, etc. Faites-le, quoi. ça peut être plein de choses. Ouais, Ça, ce sera propre à chacun. En tout cas, on espère que ça a créé l'étincelle, cette vidéo. Merci Mehmet merci à toi. d'être venu. Merci, C'était trop cool. trop cool. On espère que ça vous a plu et on se dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao!